Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! À une époque pas si lointaine, lorsqu'on parlait de signature architecturale, on parlait du grand geste, parfois même tape à l'œil, le Frank Gehry de Zaha Hadid. Au Québec, évidemment, avec nos budgets restreints, on ne s'est jamais permis autant d'extravagance. Mais récemment, dans l'actualité, on voit des médias, des politiciens qui évoquent le mot signature dans leur discours. Je pense à la Caisse de dépôt, notamment, qui promettait une nouvelle signature pour Montréal avec son REM de l'Est. La CAQ qui parle de signature scolaire pour ses écoles. Mais est-ce que c'est réellement un objectif à atteindre pour qualifier le succès d'un projet, avoir une signature? C'est une notion qui reste très nébuleuse. Bref, est-ce que c'est toujours d'actualité de parler de signature architecturale? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. Greg, on avait tellement envie de parler de ce sujet de la signature architecturale parce que dans les médias, nos chers politiciens ces dernières années, c'est un mot qui revient souvent, la question de la signature. La CAQ, entre autres, là, avec ses signatures scolaires, puis là, on y va avec, on va même jusqu'à prescrire des couleurs, des matériaux, et ça semble être pour eux synonyme de qualité. Bref, c'est quoi une signature? On va en parler aujourd'hui, mais visiblement, c'est dans le discours populaire. Là. Oui, mais vraiment, c'est une question qui revient souvent en architecture. C'est un mot dont on a un peu perdu le sens. Tu sais, je le mettrais au même titre que les mots innovants et écologiques au temple des mots qui veulent un peu rien dire aujourd'hui. Mais pourtant, c'est un mot qui a une signification importante en architecture, qui a un sens important. Et on voulait justement en discuter avec nos invités aujourd'hui. Donc, autour de la table, on a Renée Daou, qui est architecte et urbaniste associée cofondatrice de l'agence Daou Lestage Lizotte Stecker et qui s'intéresse entre autres à la notion de génie du lieu. Bonjour Renée. Bonjour Renée. Bonjour. Et également Jean-François Saint-Onge, qui est architecte associé et cofondateur de l'agence ADOC et dont la pratique s'intéresse entre autres à la question de la montréalité. Bonjour Jean-François. Hey, bonjour à vous deux. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que c'est encore d'actualité de parler de signature aujourd'hui? Parce que c'est donc, j'en parlais à d'autres architectes qu'on allait enregistrer ce balado-là. On a lancé un appel aussi à participants sur Collectif. Puis les gens disaient, pourquoi vous signature architecturale? On fait plus ça, là. Je veux dire, les Frank Gehry, puis les trucs un peu tape à l'œil, c'est derrière nous. Les espèces de cartes postales pour nos villes. Pourtant, ça semble pas être le cas. Je sais pas, est-ce que c'est encore d'actualité de parler de ça? Bien, moi, je pense que c'est d'actualité, mais c'est un terme qui est un peu galvaudé. C'est-à-dire que, disons, si on parle de signature architecturale, je pense que c'est une bonne terminologie parce que les architectes... peut-être distinctifs, je dirais, ont des signatures architecturales. C'est intéressant parce que c'est souvent une pratique d'une vie, en fait, d'une carrière complète pour essayer de définir certains éléments de signature architecturale de type Jean Nouvel, Renzo Piano, Tadao Ando. Ces gens-là ont des signatures architecturales très précises, en fait, qui sont développées pendant une carrière de temps. Ce que je trouve qui est plus difficile, en fait, ou qui est un peu galvaudé, c'est quand, effectivement, nos politiciens réfèrent à des bâtiments en signature. Alors ça, pour moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, parce qu'un bâtiment en signature, on ne comprend pas essentiellement ce qu'ils veulent dire parce qu'ils ne définissent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, un bâtiment en signature, est-ce que c'est un bâtiment qui s'intègre bien dans son environnement urbain? Est-ce que c'est un bâtiment qui utilise des matériaux d'ici et qui vise la pérennité, donc développement durable, etc.? Est-ce que ce sont des bâtiments qui répondent parfaitement bien aux besoins des occupants? Les politiciens ne définissent pas ce qu'ils veulent dire par bâtiment signature. Et ça, pour moi, c'est vraiment une problématique. Signature égale qualité ou signature égale carte postale. Et donc, ça devient un nouveau, je vais le dire en anglais, un marqueur territorial, un landmark. Mais c'est parce que tout projet demandé par des politiciens ne réfère pas nécessairement à un landmark. C'est-à-dire que si ce sont des projets publics qui s'inscrivent dans des trames urbaines, etc., ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit faire un bâtiment en signature. Il y a des règles du jeu au niveau de la typologie, de l'inscription dans son milieu d'insertion, etc. On a l'impression qu'effectivement, il y a une équation qui est faite entre signature et qualité, mais sans compréhension, en fait, du geste architectural. Pour moi, il y a un petit peu une évidence là-dessus.
Il y a quelques projets, en fait, notamment, par exemple, au niveau des écoles là, qui sont travaillés, où est-ce qu'on pense qu'on fait des bâtiments signature à l'heure actuelle, mais c'est pas du tout le cas. Là. On va y revenir. Toi, JF, de ton côté, d'ailleurs, c'est intéressant parce que en préparation du balado, tu nous as catégorisé un peu tu as commencé déjà à y réfléchir, c'est bon, et tu as catégorisé la signature. Ben oui, effectivement, parce que je pense qu'il faut y donner une définition pour commencer à y réfléchir. Puis pour moi, tu sais, même dans le sens étymologique de signature, c'est d'apposer quelque chose un nom, en fait, habituellement, c'était un nom en bas d'une œuvre pour se l'approprier puis de dire que cette œuvre-là appartenait à quelque chose. Donc là, je pense que René t'en a fait de mention, les grands architectes, on a appelé à un moment les star architects, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense même au Québec, il y a des gens qui produisent une architecture qui est reconnaissable et qu'on pourrait dire signature parce que ils leur appartiennent, clairement. Donc, moi, je pense qu'il y a ça. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que c'est ça que les politiciens en parlent nécessairement. Après, il y a aussi l'idée d'une signature comme que ce soit reconnaissable dans le grand paysage, dans le fond. Et là aussi, il y a la question qui était un peu abordée entre, finalement, le fond et la figure ou le sujet. Hein. En art, il y a une architecture qui doit servir de fond pour un sujet. Puis là, c'est là qu'on se demande c'est quel programme qui mérite ou qui pourrait ou qui devrait même avoir une signature. Après, la question initiale, Marc-André, c'est de dire est-ce que c'est toujours pertinent au Québec d'avoir une signature architecturale? Moi, je répondrais plus que jamais parce que je pense qu'on doit avoir des pratiques architecturales au Québec et même les soutenir, comme certains pays le font, pour qu'il y ait des talents qui puissent s'exprimer à travers le temps puis qu'on puisse les reconnaître puis peut-être même voir à les exporter à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de pays actuellement, quand on parle d'architecture, signature qui importent de la signature outre-mer, bien, ça serait le fun de pouvoir rêver peut-être qu'on se fasse exporter également. Après, l'idée que... Ça va avoir du ad hoc au Portugal, en Italie, en Chine, non? Ben oui, je partage le même rêve que toi, Marc-André. Il y a aussi l'idée le deuxième point, que ce soit reconnaissable, je pense, d'avoir des repères, des éléments de référence commune ou québécoises qui parleraient de notre histoire, de notre valeur, me paraît fondamental. Fait que même si on se fait à la deuxième définition, qui est un objet reconnaissable, puis qu'on reconnaîtrait le Québec, ses valeurs, comment on se projette dans ce monde-là, je pense encore plus nécessaire que jamais dans une mondialisation où on tente de tout uniformiser. Oui, mais là, attends, je me fais un peu l'avocat du diable. Parce que, oui, d'avoir des marqueurs territoriaux à un moment donné, ça devient intéressant. Puis on a des bâtiments forts au Québec, entre autres, je pense au Grand Théâtre de Québec, par exemple, en plus avec la cloche de verre qu'on vient de faire. Votre promenade Samuel de Champlain, c'est exceptionnel. Mais est-ce qu'on peut commander une signature dans la mesure où souvent, une signature va venir avec le temps, l'appréciation des gens, la qualité, finalement, de la proposition, l'expérience qu'on va... Est-ce qu'on peut commander d'entrée de jeu, dire « Faites-moi un nouveau bâtiment, faites-moi une nouvelle signature ». Moi, je pense que non. En fait, en réalité, ce qu'il faut qu'on fasse, ce sont des bâtiments qui répondent parfaitement bien ou qui visent à développer une intervention très juste, de très haute qualité. Mais dire, on vous donne comme commande de faire un bâtiment signature. Alors, pour moi, ça n'a comme pas de sens, là. C'est-à-dire que, je veux dire, ce qu'il faut faire, c'est un bâtiment qui répond parfaitement bien, disons, au programme qu'on a à faire, qui est respectueux du génie du lieu, ou en fait du contexte dans lequel il va s'inscrire, qui répond aux valeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire on parle beaucoup de développement durable, de performance énergétique, etc. Ce sont des éléments quand même importants. Vraiment. Et si le projet répond à tous ces critères-là que tu viens de nommer, ben, ça devient un une bâtiment, signature, exactement, parce qu'il a été bien fait. Je veux dire, il a été bien réfléchi. On va faire une vidéo virale, mais une vidéo virale, si ta vidéo est bonne, puis que ça va devenir viral, mais tu peux pas dire « je vais faire une vidéo virale ». Tu le sais pas. Puis Greg, c'est intéressant parce qu'en préparation du balado, tu me disais, tu me donnais l'exemple de la fameuse tour rouge à Londres. Là, la tour à Londres qui a été construite pour les Olympiques et qui avait pour mission de devenir une nouvelle icône, mais qui se souvient de cette tour-là aujourd'hui? Qui en parle encore? Mais non, alors que les vraies icônes de Londres n'ont jamais été prévues pour en être, que ce soit le Tower Bridge ou le Big Ben. On visait pas à faire une icône, mais c'est devenu une icône par la suite. C'est ça qui est délicat, et on le voit avec les icônes aussi à Montréal, que ce soit la biosphère, Habitat 67, le stade olympique. C'était pas ça l'intention de départ. On souhaitait pas faire une signature, on souhaitait faire le meilleur projet. Exact. Oui, innover peut-être, c'est ça, mais pas... Mais je pense que ça prend aussi un programme qui est audacieux,
Puis l'audace en construction, il y a comme il y a quelque chose qui est assez difficile. Tu sais, les gens, il y a quand même des sommes considérables là, qui sont associées à de la construction. Fait que généralement, les gens sont assez frileux d'audace. Les donneurs d'ouvrage cherchent à avoir quelque chose qui est assez conservateur, qui a déjà été fait, qui a déjà été produit, tu sais, pour avoir une certaine forme de sécurité, là, tu sais, de ne pas prendre trop de risques. Le risque là, en construction, c'est quelque chose qui est assez répulsif. Mais je pense que si on accepte ce risque-là, on essaie d'avoir des programmes, par exemple, des écoles à travers une taupe. On commence à ouvrir des possibilités qui sont nouvelles. Je pense que là, on arrive à créer un terreau qui, probablement, va peut-être amener à une construction, peut-être pas signature, mais du moins différenciée. Puis, mais l'ambition, moi, je retiens de ton terme d'avoir de l'ambition, mais en même temps, c'est ça. Tu parlais de complexité. J'ai l'impression que c'est. Je reviens à ce que René disait. C'est dans l'exécution, c'est dans la vision, dans l'expérience qu'on va proposer. Même quelque chose de très simple, j'ai l'impression, peut vraiment bouleverser les gens puis les amener ailleurs dans l'expérience. D'ailleurs, c'est intéressant, René, parce que tu fais vraiment une distinction entre architecture signature et signature architecturale. Pour toi, c'est pas la même chose. Non. En fait, une signature architecturale, pour moi, c'est vraiment, effectivement, la personnalité des architectes qui travaillent sur les dossiers. Il y en a qui ne sont pas vraiment intéressés par ça. Par exemple, il y a beaucoup de production qui est réalisée qui réfère à l'architecture corporative, là, je dirais, qui n'est pas nécessairement personnalisée. Puis c'est un peu une problématique aujourd'hui, là, à savoir au niveau de la production architecturale, pas seulement au Québec, mais au Canada. Là, il y a beaucoup d'architecture corporative, là, malheureusement, qui est un peu sans odeur, sans saveur, sans... Qui est juste répliqué d'un pays ou d'une ville à l'autre. En fait, ou même, en fait, d'un projet à l'autre, mais sans réflexion. En fait, c'est beaucoup du copier-coller, sans réflexion qui permettent de se surpasser. Alors ça, c'est un peu triste. Mais pour revenir sur un peu ce que Jean-François disait, moi, je trouve qu'on n'est pas dans un terreau fertile au Québec pour réaliser justement des bâtiments marquants. Appelons ça peut-être pas signature, mais des bâtiments marquants. Parce que on n'a pas des conditions gagnantes qui circonscrivent la pratique architecturale à l'heure actuelle. Disons la commande publique. Parce que faut que ça soit un bâtiment le plus économique possible, là. C'est-à-dire, c'est pas le meilleur rapport qualité-coût, c'est le bâtiment le moins cher possible dans plusieurs des cas. Les méthodologies de construction, effectivement, on réfère peu à l'innovation parce qu'on a peur de... Tous les critères de qualité sont comme évacués. Aujourd'hui, on travaille beaucoup de projets institutionnels où personne ne parle de design, personne ne parle de qualité. Tout ce dont on parle, ce sont des échéanciers, des coûts, etc. Il ne faut pas évacuer ces éléments-là, sauf qu'on devrait prioriser certains éléments si on veut s'assurer de faire de très bons projets, en fait, de très bons bâtiments qui deviennent des bâtiments qui vont être adoptés et qui deviennent iconographiques ou qui deviennent des repères pour Montréal, pour le Québec, etc. Mais les conditions ne sont pas gagnantes pour la formalisation de nos projets, là, disons, un peu plus à caractère public, puisqu'on a amorcé la discussion de cette façon-là. Là. Il y a des politiciens qui demandent de faire qui disent ça va être parfait, parce que ça va devenir un bâtiment signature. Mais on n'a pas l'encadrement pour réaliser de bons projets à l'heure actuelle, la façon dont on travaille les projets institutionnels au Québec. C'est dommage parce qu'il y en a eu des très bons, mais pas dans le contexte actuel. Non, puis c'est fou parce que Collectif, on a fait une soirée complète sur la question. Il y avait à peu près tous les bureaux qui font des écoles au Québec. Là, on était presque une centaine à discuter de la fameuse signature scolaire exigée par la Coalition Avenir Québec qui a suivi le Lab École. Finalement, ils ont interprété... Donc, après le Lab École, ils ont élaboré leur propre signature qui est très prescriptive. Là, c'est pas juste on veut de la qualité, on veut mettre en valeur le bois aussi. Ça, c'est carrément, vous allez mettre du bleu, vous allez mettre ci, donc c'est très, très prescriptif. Et ça, c'était assez décrié lors de la soirée. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? En fait, René, toi, du côté de la Caisse de dépôt avec le REM à une certaine époque, c'était carrément comme ça qu'on nous vendait le projet. Aussi, le REM de l'Est, on nous disait, vous allez voir, faites-vous-en pas, ça va être une signature pour Montréal. Comment on aborde ça quand le client nous vend ça publiquement de cette façon-là? Il faut souvent revenir aux archétypes. Là, on parle d'un projet de transport, là, plus spécifiquement dans ce cas-ci. Un projet de transport qui doit s'inscrire en milieu urbain. Alors, il faut référer à la compréhension des archétypes de ces projets-là. Et ça, on ne se donne pas la peine ou le temps de le faire. C'est un peu triste, en réalité, là. Alors, un projet de transport qui est réalisé en milieu urbain, quand on regarde des exemples dans le monde de projets qui sont intéressants, qui sont justement des projets
je veux dire, on pense tous, c'est pas le même type de transport, là, mais je veux dire, on pense tous à Bordeaux, l'intégration des projets de transport, etc. Mais quand on réfléchit à ça, les projets de transport qui s'inscrivent en milieu urbain, qui sont bien réalisés, font en sorte qu'ils respectent le contexte dans lequel ils s'inscrivent, ils créent des lieux intéressants, puis répondent aux besoins des usagers. Et dans tous les projets en transport, il y en a peu, il n'y en a pas, mais là, notre associé, en fait, mon associé Réal Lesage, qui est à Bangkok, justement a vu un projet de transport où on a une grande structure aérienne qui vient s'inscrire et qui hypothèque complètement le lieu d'intervention. Quand on regarde les archétypes, on se rend compte que des projets en plein milieu urbain ne s'inscrivent pas sur des structures aériennes. Ils sont soit souterrains, soit de surface, où on change en fait les aménagements, mais ça ne fait pas partie de ce type d'intervention-là. Alors, moi, ce que je déplore un peu dans les projets en transport, c'est beaucoup ça, malheureusement, versus en Europe. Quand on travaille des projets en transport, ce sont des projets de restructuration urbaine qui intègrent un volet transport. En Amérique du Nord, ce sont des projets de transport qui, un jour réfléchissent qu'on devrait penser à l'intégration urbaine. On prend le problème à l'envers complètement. Ce sont des grands gestes qui sont importants, mais peu importe, je veux dire, si le nez est croche dans une figure, il va demeurer croche. Qu'il soit maquillé, il va demeurer croche. Une intervention de type industriel, autoroutière dans un centre-ville, ça ne peut pas contribuer à la restructuration urbaine. Pour les écoles, vous parlez des écoles, justement, la signature qui est demandée, on ne revient pas en amont des fondements aussi. Est-ce qu'on veut faire des projets pour les 50, 100 prochaines années? Si c'est le cas, bien, peut-être que les matériaux de revêtement extérieur devraient être des matériaux plus pérens que ce qu'on utilise à l'heure actuelle. C'est dommage parce qu'on n'apprend pas aussi de choses qui ont été d'architecture, de pièces architecturales qui ont été faites au Québec qui étaient de très grande qualité. Tu sais, les écoles qui étaient faites au Québec, il y en avait des magnifiques, là. Et elles étaient faites avec une forme de pérennité en tête. De très beaux matériaux, de la pierre, de la brique, des terrazzo, une fenestration abondante. Les locaux étaient de très, très belle qualité. Et là, on est en train de... Parce qu'on ne les a pas entretenus, on les a délaissés, on les a pas bien entretenus. Et là, on se demande quoi faire avec eux. Ça coûte très cher. Mais qu'est-ce qui est intéressant de ces bâtiments-là? Est-ce que ce ne sont pas certains éléments qu'on pourrait réappliquer dans les fameuses commandes d'écoles qui sont faites à l'heure actuelle? Mais la réponse, c'est non. C'est pas réfléchi de cette façon. On ne revient pas encore assez à l'archétype, à la montréalité, etc. Ça fait comme quelquefois que tu mentionnes l'idée de ces écoles-là. Moi, je trouvais ça assez intéressant parce que je pense que dans toute l'histoire du Québec, on n'a jamais eu un gouvernement avec autant de députés qui sont issus du monde des affaires. Puis au début, moi, j'étais comme, wow, OK, c'est des gens qui seront dans l'efficience, qui vont gérer ça, puis qui, comme un peu leur entreprise, puis c'est tous des gens à succès, là, qui ont réussi à quand même prouver leur pertinence, tout ça. Puis je pense, dans l'histoire, on a souvent été gouverné par des avocats, des médecins, des spécialistes, là, dans le fond. Puis là, c'était la première fois qu'il y a vraiment un regroupement d'entrepreneurs. Puis la commande que je sens, c'est une commande commerciale. Voici la couleur, voici le matériau, le bois, c'est... Nous, on fait ça du bois. Mes grands-parents étaient en foresterie. Je suis né d'une famille d'exploiteurs forestiers. Fait que, c'est notre fierté nationale, le bois, l'aluminium, les grands chantiers. Puis là, c'est vraiment une commande corporative, alors que les Québécois, on n'est pas une corporation, on est un peuple, on a nos valeurs, puis... La commande aurait pu être franchement québécoise, mais travailler sur qui qu'on est comme peuple, pas dans les matériaux ou les portions économiques. L'économie, c'est vraiment qu'une seule facette. J'espère qu'on est plus complexe qu'une économie. Puis c'est ça que je trouve ça intéressant de dire que les écoles nous ressemblent, mais je n'ai pas le goût de m'associer ou de me coller l'étiquette économique. On est des êtres, les Québécois, beaucoup plus complexes, beaucoup plus singuliers que ça. Fait on sent très bien cet aspect-là. Puis je vois ça vraiment comme un concessionnaire, là, qui va dire la couleur corporative, c'est le rouge. J'ai besoin d'une typographie. Puis on peut pas la challenger, c'est normal. Puis c'est ça qui fait partie d'un brand. Mais à cet égard-là, c'est dommage parce qu'on n'apprend pas aussi, parce qu'il reste que l'épisode des Lab Écoles a donné des résultats fantastiques. Fantastiques. Ben oui. Puis au lieu de dire,
Bien, peut-être que... Qui était il y très avait- québécois aussi. Mhm. Il était peut-être pas Absolument, bleu, mais il était très québécois. Ben, québécois par l'utilisation de leurs matériaux. Il y avait une iconographie. Beaucoup, tu sais, parfois, il y avait des bâtiments. Bon, Mais avec en des formes fonction de toiture. la ville dans laquelle il se trouvait aussi, il y avait quelque Exactement. chose de plus particulier en fonction des régions. Oui, il y avait des relations entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a beaucoup de très bonnes choses qui ont été faites dans le cadre des labs écoles. Bon, peut-être qu'il y avait des paramètres financiers, économiques, je ne sais pas exactement. Mais au lieu de prendre des leçons de ça et tu sais, de peut-être définir des nouveaux paramètres, on a changé la commande et effectivement, elle s'est transformée en commande beaucoup plus... Là, on parle des écoles, mais on pourrait parler des maisons des aînés Ben qui oui, sont un ben peu oui. calquées Exact, sur exact. le même Tu sais, modèle. ce sont des bâtiments qui sont importants. Là. On les construit pour les X prochaines années. Alors, donc, c'est un peu triste. Puis, on n'investit pas dans la qualité. Tu sais, on parle de développement durable, mais on n'a jamais construit de façon aussi pauvre que ce qu'on fait à l'heure actuelle, avec des matériaux qui ne sont pas de qualité, qui n'ont pas de pérennité. Et ce qui est complètement aberrant, c'est qu'au Québec, on a des magnifiques matériaux. On a du granit, on a de l'ardoise, on a de l'aluminium, on a du bois. Tu sais, je dis, si le gouvernement nous avait dit on encourage notre propre industrie de construction et on veut s'organiser, on avait eu ça, nous autres, comme commande dans la caisse. Il fallait avoir un contenu québécois le plus important possible. Puis on a terminé avec un très haut pourcentage. Je pense que c'était de l'ordre de 65 parce qu'on a de la pierre calcaire. Tu sais, je dis, il y a eu des exceptions. Mais si ça avait été ça, la commande, là, c'est une vision mobilisatrice d'ensemble, puis qui est en référence au Québec, à l'économie du Québec, à la qualité des institutions qu'on va construire, etc. Ça, il y a une logique. tu sais. Et ça, c'est devenu une signature, le siège social de la Caisse de dépôt. Bien, Oh. signature. Bien, un bâtiment que les gens ont apprécié parce que, en fait, le client, donc la Caisse à l'époque, avait décidé d'investir dans la qualité, d'être innovant parce que c'était le premier bâtiment LEED A au Québec, même avant la certification nord-américaine. Ils avaient vraiment décidé d'investir dans de la qualité. Tu sais, Expo 67, c'est un peu ça aussi. Ce qui était formidable avec Expo 67, c'est une exposition universelle, mais il y a des gens qui ont décidé de se surpasser à tous les niveaux. En design urbain, en paysage, en architecture, en mobilier urbain, en design graphique. En transport, je dis, c'était d'une innovation inouïe. Ces gens-là se sont tous surpassés, en fait, tous ensemble, les donneurs de la commande, et etc. Il faut retrouver cette essence-là au Québec. Là, ça manque. Je veux dire, on a de très, très bons architectes. Les commandes ne permettent pas, finalement, de se surpasser, surpasser, en fait, dans la production architecturale. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, toi, Jeff, une signature ou un client qui te demande un bâtiment plus signature? C'est assez récent. René en a parlé un petit peu. Ça prend du temps, je pense, à établir une certaine forme de signature. Puis pour moi, c'est assez récent, ça, parce que ça fait quand même juste 10 ans qu'on est sur l'échiquier du design architectural montréalais. Mais effectivement, de plus en plus, ce qu'ils nous demandent, c'est de faire un projet ad hoc, un projet qui s'insère dans la trame. Après, souvent, la sensibilité qu'on a, puis le style qu'on a développé. Récemment, j'ai eu un projet qu'on vient juste de terminer que le client, quand il m'avait appelé, il m'a dit « Jean-François, je vois pas un projet scandinave, je vois un projet Berlin-S. » Puis moi, je partais pour un mois en congé de paternité au Costa Rica. Fait que je suis parti avec ce brief-là en tête en me disant, OK, pas du scandinave. Je comprenais ce qu'il voulait dire. J'en ai jamais fait non plus, même si je qualifie quand même notre architecture de nordique. Mais je me dis, Berlin-Est. Puis là, moi, j'allais visiter le Costa Rica, passer un mois à m'imprégner d'une nouvelle culture, puis tout ça. Puis après, j'ai réalisé... J'ai compris ce qu'il voulait dire, puis je me dis, puis il avait fait un petit concours, un petit concours privé, puis finalement, je me dis, mais pourquoi que je voyage? On voyage pour découvrir de nouvelles choses, pour s'imprégner d'une culture, puis ce qu'il cherchait dans le Berlin-Est, il y a quelque chose de fondamentalement montréalais. Il voulait quelque chose d'un peu, un peu grunge. Il cherchait quelque chose d'un peu plus graffiti, qu'on allait découvrir, qu'on allait rentrer dans des petites vénelles, qu'on allait découvrir des cours intérieurs, des choses comme ça. Puis dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est c'est une architecture qui était montréalaise. Puis notre réponse par rapport à ça, c'est qu'on a dit, on fait pas du Berlin-Est,
on va faire du Montréal, puis on est sorti l'ADN de Montréal. Puis on a gagné le concours, puis on vient de le réaliser, puis on est très fiers. Lequel? C'est le projet de Melem au métro le Melem. Frontenac. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, on a sorti l'ADN de Montréal. Puis moi, je l'ai dit en entrée de jeu, je suis pas Montréalais. Donc, moi, d'arriver dans cette grande ville-là, tous ces éléments-là sont excessivement nouveaux pour moi d'imaginer la ruelle comme un lieu de jeu, d'imaginer tout l'art urbain, l'art mural, l'idée que chaque maison, puis j'ai aussi beaucoup voyagé, que on a une porte. On n'est pas en place dans le monde qu'on peut marcher dans une rue et dire « Moi, j'habite là, puis j'y accède directement depuis la rue. » On a vraiment des éléments qui sont caractéristiques de notre architecture. Puis, je pense, le travail qu'on doit faire comme architecte a un potentiel de créer, de renforcer cette identité-là, puis justement d'éviter l'idée d'une architecture airspace là, qu'on peut retrouver, ma foi, autant au Japon qu'en Corée du Nord, du Sud. Corée du Nord. Ah ouais. OK, d'accord. Faut qu'on parle de votre signature quand même, parce que c'est drôle, parce que quand je disais on va enregistrer cet épisode-là avec Daoud Lestage, René Daoud, tout ça, Grégory aussi, hein, faut le mentionner, on me disait, c'est drôle parce qu'eux-mêmes ont une signature qui leur est propre et qu'ils ont développée avec le temps. Comment vous la qualifieriez, votre signature? L'audace de la simplicité. Ça résume bien. On a rajouté un terme aussi, c'est l'audace De la ténacité. de la ténacité. Très important. Oui, c'est assez important parce que ça, c'est, je dirais, pour maintenir, en fait, et puis poursuivre dans les idées, là, faire en sorte que on arrive aux fins, au niveau de la qualité qui est souhaitée. Ça prend beaucoup, je suis certaine que tu sais, Jean-François, beaucoup de Il commence Gadebois avec la Ville de Montréal. On lui en reparlera dans 2 ans. Là. Ouais. Il va acheter Ténacité lui aussi. Oui, beaucoup de ténacité. Mais ça prouve quand même qu'une signature, ça peut être dans la sobriété, dans vraiment... On n'a pas besoin d'aller nécessairement plus loin parce que votre signature, et Jean-François l'a évoqué, on est dans le geste simple, mais dans la qualité et dans la sobriété. Donc, signature peut être très sobre. On pense souvent qu'on parle de signature, on associe souvent ça au geste wow. Puis, tu sais, ça, c'est comme un mot qui est revenu beaucoup ces dernières années. On l'a beaucoup entendu, notamment de la part des politiciens. On veut quelque chose de signature, on veut quelque chose de wow. Mais qu'est-ce que c'est wow? Est-ce qu'on peut construire l'Opéra de Sydney à chaque fois? Pas nécessairement. Le wow peut aussi être dans les détails, dans la finesse des choses. On en parlait tantôt dans l'intégration au paysage, dans l'intégration du génie du lieu. Il y a d'autres manières d'impressionner les gens. Puis des fois, les lieux les plus impressionnants sont très sobres. Des fois, on pense notamment à certaines cathédrales. On entre, puis automatiquement, on a envie de chuchoter. Il y a quelque chose d'imposant, mais c'est pas dans l'exubérance, c'est simplement dans la puissance des gestes. Puis je veux revenir sur la question de... Bon, on a parlé beaucoup des politiciens, mais des médias aussi. J'ai l'impression que les médias contribuent un petit peu à ça aussi, dans la mesure où j'ai vu des exemples récemment. Bon, les tours Maestria au centre-ville de Montréal, certains, et je pense que ça venait aussi de la mairie, là, remarquez bien, mais on parlait de nouvel emblème pour Montréal, d'avoir ces 2 grandes tours-là. Le fameux C40 aussi, là, qui a poussé sur le bord de l'entrée de ville avec le gros cercle blanc qui est devenu... Non, mais je vais le dire, là, c'est un peu une risée dans le milieu. Là. Beaucoup de gens nous en parlent. Et les politiciens qualifient ça de nouvelle signature pour Montréal avec le C40, puis parce que c'est un processus international et tout ça. Est-ce qu'on a la signature facile au Québec? Je pense qu'il y a eu... Puis il y avait une conférence de Bernard Tchoumi un moment donné, ça fait à peu près 7, 10 ans, 12 ans, puis quelqu'un lui avait demandé comment il trouvait l'architecture au Québec. Puis il avait répondu comme ça, il y a des places que j'ai visitées, c'est un homme qui a beaucoup voyagé, qui a de la très grande d'architecture spectaculaire, à travers une architecture assez pauvre. Puis il y a des places qui ont une architecture assez banale, mais d'une très belle banalité, tu sais. Il dit, je vous laisse en juger. Puis, j'ai réfléchi encore à cette question-là parce qu'on a effectivement une série d'objets assez spectaculaires. Fait qu'on pourrait tomber facilement dans la première catégorie là, de gestes assez importants. On pense à la place Ville-Marie, notamment, puis tout ça. T'sais. À l'époque, il n'y avait pas les deux projets dont tu viens de mentionner. Mais en même temps, on est une ville qui est constituée en grande partie de plexes, de petites habitations qui sont finement travaillées, qui sont quand même d'une très grande banalité, mais d'une très belle banalité. Puis,
j'ai jamais réussi à répondre à cette question-là. Puis, je me souviens, un moment donné, j'étais en Chine, à Shanghai, puis j'interviewais dans le cadre d'une bourse que j'avais obtenue un architecte assez philosophique qui avait fait ses études en Europe. Puis, il me disait justement qu'il était à la recherche de cette banalité, de cette belle banalité-là. Puis, pour lui, il y avait deux banalités. Il y avait la banalité qui était vulgaire, en fait, celle que souvent qui référait au tour un peu soviétique, communiste, là, qu'on voit énormément en Chine actuellement, bon, depuis longtemps. Et celle des maisons des Houtons, tu sais, qui sont banales parce qu'ils sont répétés, mais qui ont chacun leurs petits détails, tout ça. Puis moi, je revoyais un peu Montréal là-dedans, tu sais, puis on a une architecture qui est tellement riche. Puis c'est un peu ça que moi, j'essaie d'aspirer à cette belle banalité, tu sais, cette simplicité-là, qui est belle, qui est la nôtre, puis tout ça. Mais j'ai pas pu répondre, puis ça m'obsède encore, cette question-là de Tchoumi qui nous a laissé sur ce silence, et puis voilà. Oui, mais des fois, le silence en dit beaucoup, hein? Mais voilà, est-ce qu'on manque d'ambition? Je sais pas, je pose la question. Parce que oui, de la belle banalité, mais à un moment donné, je sais pas. On ne manque pas d'ambition. On ne manque pas de très bons architectes au Ben non, Québec. c'est ça. Mais les commandes doivent évoluer. À mon avis, elles ne sont pas octroyées nécessairement de la bonne façon. Il ne faut pas généraliser. Il y a des commandes qui sont bien octroyées. Il y a des concours là, aussi, notamment. Il y a des concours que, en fait, c'est un très bon point là, que tu amènes. Des concours qui ont produit quand même de très beaux bâtiments au Québec, notamment les bibliothèques. Là. C'est assez intéressant, le legs là, issu de ces concours-là pour les bibliothèques. Est-ce que ce sont des bâtiments wow? Pas nécessairement. Ça dépend. Je dis, ce sont des bâtiments qui sont bien faits, qui sont bien ficelés, qui ont été réfléchis. On reconnaît le double souffle, là, en fait, dans plusieurs de ces bâtiments-là. Et ça, pour moi, ça a été une belle époque là, au niveau architectural là, dans les éditions qui ont été faites. Je veux revenir aussi à ce que Grégory disait. Tu sais, j'étais allée voir la chapelle de Tadao Ando au Japon, en fait, qui est assez difficile pour se rendre. C'était pas si évident que ça. Et ce bâtiment-là, d'une simplicité incroyable, là, mais d'une puissance évocatrice, là, à tomber par terre. Là. C'est intéressant quand on est capable d'avoir un tel impact avec peu de mots, en fait, architecturaux. Alors, je pense que la notion du « wow », là, c'est... Les bâtiments « wow », moi, ça m'horripile. Je veux dire, avec Grégory, on a fait un concours à un moment donné avec l'ensemble du bureau, puis le client, c'est ce qu'il nous disait. « Votre bâtiment est pas assez wow ». Bon, d'accord. On va revenir, puis on va analyser des éléments qui ont su perdurer dans le temps et que tout le monde fait « wow » quand tu vois ces éléments-là. Parler d'un téléphone cellulaire. Je veux dire, les gens c'est admirable ce qu'on est capable de faire avec un téléphone cellulaire, ce qu'Apple a réussi à faire, la simplicité des lignes, la sobriété, l'innovation technologique, etc. Et on est capable de reconnaître dans le temps, finalement, ces téléphones-là, etc. Et Foster a fait un bâtiment plusieurs des bâtiments de Apple Store qui réfèrent encore à cette logique de très grande simplicité, mais de maîtrise ultime de l'ensemble des composantes architecturales. C'est extraordinaire. On avait comparé aussi avec les voitures Porsche. Porsche, quelqu'un fait juste une petite ligne comme ça, tout le monde reconnaît la toiture Porsche. Ces gens-là ont développé une signature, une iconographie, l'ont développée, l'ont appliquée à différentes choses, des voitures petites, plus grosses, moyennes, etc. Mais il y a une constance et une rigueur dans... Est-ce que c'est wow? Absolument. Est-ce que c'est complètement frénétique? Non. Il y a une forme de simplicité, de maîtrise, de qualité qui est extraordinaire. Et finalement, le projet pour lequel on vous a dit que c'était pas assez wow, est-ce que finalement, le projet construit était un projet Non, wow? on n'a pas... C'était une compétition, c'est un concours, mais ça a été intéressant parce qu'on est revenu, parce on pouvait venir discuter avec justement le client. Puis ça a été intéressant de voir leur réaction. Puis ils ont fait « Ah oui, OK. » Il y a eu comme une forme d'éducation et ils étaient d'accord avec nous. Puis après, on a poursuivi là, dans la logique du projet parce qu'on ne change pas notre façon de travailler. Là. Je veux dire, Du jour au lendemain, ben oui. C'était l'audace, la simplicité.
Mais ils comprenaient ce qu'on voulait dire. Mais il faudrait amener cette compréhension-là auprès de nos grands donneurs d'ouvrages politiques, auprès de... Enfin, ça serait intéressant, mais bâtiment web, pour moi, ça veut rien dire. Là. Je dis, il faut faire des bâtiments de qualité. C'est ça qu'il faut viser. Peux-tu y aller avec ta question? Est-ce que tu trouves toujours Je d'actualité? pense que c'est l'heure de la question. C'est l'heure de la question? OK. La question à Greg? Elle n'a pas de nom. La question n'a pas de nom, mais elle existe. Alors, en fait, c'est lié à certaines choses dont on a discuté, mais les bâtiments, cette logique-là, signature, peu importe ce que le mot veut dire, on en a beaucoup discuté, mais est-ce que cette logique-là de faire des bâtiments signature participe à la globalisation de l'architecture, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, cette espèce d'anonymisation de l'architecture, cette uniformisation des bâtiments à l'intérieur d'une même ville, mais Il y a même Pinterest. d'un endroit à l'autre. Oui, c'est ça, exact. La Pinterestisation de l'architecture. Est-ce que cette volonté de faire des bâtiments signature participe à ça? Bien, moi, je pense que c'est une très bonne question que tu poses, Grégory. C'est-à-dire que la pinterisation, peu importe comment on l'appelle, c'est-à-dire que les outils informatisés, en fait, l'accès à une information infinie, là, c'est extraordinaire, mais il y a un danger à ça, effectivement, parce que le phénomène du copier-coller, là, c'est facile à faire, là. C'est un danger réel. Là. À un moment donné, il faudrait essayer de fermer c'est pas facile à faire, là, les réseaux sociaux, on les ferme. On voyage. Comment on ressent ces espaces-là? Parce qu'il reste quand même que nous, là, la démarche finale, c'est la production d'espaces publics, c'est la production de bâtiments, c'est la production d'intérieurs, de milieux de vie, etc., où les gens devront évoluer. S'ils ne sont pas confortables, ils vont être graffités. S'ils ne sont pas sécuritaires, bon, etc. C'est ça la résultante finale. Alors, regardez des photos de projets sur Instagram, sur Pinterest, c'est pas la réalité. Aller voir ces projets-là, les sentir, comment, je veux dire, on se sent à l'intérieur de ces espaces-là. Ça, pour moi, c'est un exercice qui doit être fait beaucoup plus par l'ensemble des architectes, par les étudiants, etc. On le fait pas suffisamment, mais il faut faire attention parce que copier-coller, c'est un danger qui est réel. D'ailleurs, on était allé, à un moment donné, quand il y avait eu les Jeux de Barcelone, il y avait un espace qui avait été fait qui était photographié parce que c'était un premier espace qui était un petit peu plus contemporain, etc. On est allé voir ça, puis on est arrivé et tout était graffité autour. L'échelle n'était pas bonne, c'était un espace, c'était inhumain, c'était pas bien cadré, il n'y avait pas de vue sur les espaces publics, l'architecture périmétrique était plus ou moins intéressante. Ça n'a pas bien vieilli. Ça n'a pas été un espace, mais photographié, par exemple. Photographié, c'était en plan, là, c'était extraordinaire, là. C'était pas bon. Entre la théorie et la pratique, finalement. Ouais, mais effectivement, exact. je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que justement, la question de ce recours de plus en plus à l'image, hein, puis on est vraiment saturé d'images, bien, ça a certainement un effet assez pervers au niveau de cette attente, au niveau d'une architecture signature, tu sais, parce qu'on l'envoie tellement qu'on est à la... Tu sais, il y a comme une envie, puis moi, je le vois autant au niveau des étudiants que ceux qui rentrent en pratique. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me dit, t'es arrivé, il me présentait 3 concepts, on est vraiment en amorce. C'était des précédents. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, tu sais, comme ça. Je dis, oh, mais c'est pas un concept, ça. C'est l'image d'un collègue architecte. Tu sais, c'est comment, à quoi ça répond, tu sais. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que si j'aime pas ça, le projet, il s'effrite dans le fond. Mais si on a une envie de connecter des choses, de créer une relation avec l'espace public, de créer un dialogue avec une innovation programmatique, bien, c'est ça qui devrait créer l'architecture. Puis après, s'il manque de temps pour pouvoir faire un beau rendu puis l'exprimer, après, le président, moi, j'aime mieux appeler ça un post-cédant. Tu sais, ça devrait nous servir à compléter la pensée architecturale parce que souvent, le temps, il nous manque. Hein, absolument. Puis je pense pas que tous les outils ne font qu'accélérer les choses. Oui, donc... mais vous m'amenez sur un terrain vraiment intéressant parce qu'on parle de pinterisation de l'architecture, mais il y a aussi le Instagram. Et là, tu dis justement des étudiants qui arrivent et on dirait que je vois un lien entre Instagram ou le côté Instagrammable de l'architecture et la signature. Est-ce qu'on est porté justement à essayer d'avoir la shot dans notre architecture, dans notre design, d'arriver avec des shots Instagrammables qui sont indirectement reliés à la question de la signature? Oui, effectivement. C'est drôle que tu en parles parce que ça a été ta commande pour la table jaune. Non! Le chat sort du sac. Le chat sort du sac. Non, mais c'était pour une bonne raison. On n'avait pas le droit d'inviter les gens à venir manger sur notre table, prenez place, parce qu'on était en pleine COVID.
Donc, il y avait une stratégie assez ambitieuse et assez originale de dire, ben si on fait quelque chose de suffisamment fort, puis je pense qu'il y a une reconnaissance aussi de l'existence de ces réseaux-là, donc de dire, ben si on arrive avec un geste qui est puissant, puis on avait besoin de se rassembler à ce moment-là, dans le fond. Fait que l'idée, c'était de faire quelque chose qui allait plaire. Puis, tu sais, le concept, c'était pas d'aller chercher sur Instagram une autre image Instagrammable. On s'est posé la question, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire, nous, en sortant, ou en étant encore pas mal dans la COVID? Qu'est-ce qui nous manquait le plus? Puis, avec l'équipe, on a dit, ben, c'est de souper entre amis, tu sais, avec du vin, puis de boire, bien manger, avoir du fun. Ben, c'est ça qu'on voulait faire. Puis c'est ça que tu nous as permis de faire avec cette grande table jaune-là, qui, finalement, est devenue quand même un objet... Qui s'est retrouvé quand même sur la couverture de la politique nationale d'architecture, je tiens à le dire. Tout à fait, gouvernement du Québec. Fait. Et Grand Prix du design en design intérieur, ça. Pour une table extérieure. Fait que oui, effectivement. Mais effectivement, puis je l'avais compris, la commande était juste, puis je pense que c'était une bonne compréhension de la société dans laquelle on vivait, puis on a partagé la même ambition, puis on a réussi à le réaliser. Je pense que c'est la première fois que je réalisais quelque chose d'Instagrammable. Mais ouais. Ça fait plaisir. Merci pour le défi, Marc-André. René, tu as beaucoup abordé la question du budget, tu sais, puis c'est un élément qui est récurrent dans tous les projets. Puis moi, je m'étais pris une note parce que je me souviens, mon père, quand j'étais jeune, il m'a toujours dit, Jean-François, on est trop pauvre pour faire cheap, tu sais. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. On est mieux d'en faire moins, d'en faire mieux, que ça perdure. On est trop pauvre pour faire cheap. Je trouvais ça tellement brillant. Puis là, j'ai l'impression qu'on veut toujours couper un ruban, couper plus, créer plus d'écoles plus rapidement pour probablement différentes raisons. Puis on n'a pas les budgets qui suivent. Puis des fois, je trouve ça dommage. Souvent, je regarde des projets de logement social en Europe pour m'inspirer pour mes projets de condos de luxe au centre-ville de Montréal. C'est pas normal, mais non. Que la commande publique, on soit pas capable de dire on va se donner le moyen de nos ambitions, pas simplement pour faire des gestes qui sont gratuits ou signatures, mais parce qu'on veut une architecture qui va bien vieillir, on va travailler avec des matériaux qui vont être durables, puis qu'on n'aura pas besoin d'entretenir, de rénover, puis qui va pouvoir passer à travers le temps. Puis honnêtement, nous, quand on est passé d'une commande de condo, finalement, qui est un objet, un produit, qui est dans un temps... zéro qu'on doit vendre, puis après, souvent, le promoteur, ben il quitte, puis il recommence un autre produit qu'on va revendre. À partir du moment qu'on a tombé dans une dynamique de marché locatif, ça, c'est un petit peu avant la COVID, ça a tout changé pour nous, parce qu'on s'est dit, ben là, le produit, il sera plus à vendre une fois, il va être à vendre à toutes les peut-être 2 ans, 3 ans, pendant les 50, 60, 100 prochaines années. Donc, la question de l'intemporalité de notre architecture a vraiment émergé à ce moment-là. Puis, on se posait la question, c'est beaucoup de ténacité aussi à prouver ou à démontrer aux promoteurs qu'on doit mettre un petit peu plus d'argent, surtout dans du locatif, pour s'assurer une pérennité, puis qu'on puisse éviter des coûts. Parce que le coût de bâtiment, c'est quelque chose, mais le coût d'opération récurrent, d'entretien, surtout dans le public, c'est quand même souvent, sur une vie d'un bâtiment, beaucoup plus élevé que le coût de construction lui-même, en termes de chauffage, d'exploitation, tout ça. Donc, on ne met pas assez d'emphase là-dessus. Puis cette phrase-là, comme mon père m'avait dit quand il était jeune, m'a beaucoup marqué. Puis de dire, peut-être qu'il faut en faire un peu moins, plus juste. On essaie tout le temps d'en faire toujours un peu plus grand, un peu plus vite, tout ça, mais d'en faire moins puis d'en faire mieux, dans le fond. On parlait des réseaux sociaux tantôt, Instagram, Pinterest. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est un peu dans une logique de signature instantanée? Au lieu de baser la signature sur la pérennité, la qualité, comme on disait, est-ce qu'on est dans une volonté de vouloir générer le plus de signatures en le moins de temps possible? Tu parlais de couper les rubans. Est-ce qu'on veut simplement être dans la quantité de signatures? Au niveau politique, notamment, oui. Moi, je vais être très contente quand l'architecture va devenir une préoccupation primordiale au Québec. C'est-à-dire que ça va être un discours qui va être porté par tous nos politiciens, que ce soit au niveau du fédéral, du provincial, du municipal, mais la notion d'architecture de qualité et pas au plus bas coût, parce que c'est ça qu'on fait à l'heure actuelle. On ne fait pas la meilleure architecture possible. Alors, ce sont des éléments... Il va falloir changer complètement la perspective et le spectre. Puis tu as raison que la problématique est la suivante. On est lié toujours à un agenda politique de 4 ans.
Alors, dans les 2 premières années, les gens veulent faire le plus de choses possible. Puis, bon, ben quand on arrive vers les 2 dernières années du mandat politique, bien là, Ça prend des je veux résultats. dire, ça prend des résultats. Hein? Ça prend des résultats pour dire, bien, voici tout ce qu'on a fait. Alors, et c'est incohérent, tu sais, avec la logique architecturale de projet. Moi, j'ai toujours, en tout cas, j'ai un souhait là, qu'un jour, à un moment donné, on dépolitise la notion de l'architecture. En fait, tout ce qui est architecture et design, que ce soit urbain, paysager, etc., pour que ça devienne une réflexion sur... c'est une expertise qui doit référer à de la pérennité. Et là, elle est traitée, comme tu dis, il y a la notion d'instantanéité. C'est pas de C'est plus fast-food, il qu'un faut rêve, qu'on les c'est produise. l'utopie, là, rendu là. Non, mais il faut tout produire, tout, je veux dire, tu sais, selon un échéancier hyper serré, etc., pour hier, versus on fait les choses puis on les fait bien. Je rêve le jour où on aura des politiciens architectes. Tu sais, on a parlé tantôt que récemment, on a eu pas mal le gouvernement avec le plus grand nombre d'entrepreneurs. Je pense qu'on aurait besoin d'un architecte. En ayant plus d'architectes au gouvernement, on pourrait peut-être faire évoluer la notion de signature, justement, Peut-être. vers quelque chose de moins superficiel à quelque chose de beaucoup plus tangible et permanent et intemporel, etc., etc. Tu sais qu'il y a une course au Parti libéral, hein, si jamais ça t'intéresse. Jean-François. Ben, je voulais faire une invitation à René, mais je suis tellement capable. Ah, René, au Parti libéral. Non. La chefferie du Parti libéral. Ouais, merci. Non. En terminant, est-ce que le musée de l'Holocauste d'Aou Lestage, Lisa Staker, sera une nouvelle signature pour Montréal? Et KPMB, parce que Et vous savez KPMB, qu'on fait bon, ça en d'accord. consortium avec nos collègues de Toronto. Ça en est un exemple. Est-ce que c'est une signature? C'est un bâtiment qui s'inscrit dans un îlot urbain où on a travaillé tout en notre possible pour faire en sorte que on allait révéler encore une fois le génie du lieu. On a référé aux anciennes lignes de l'eau. On a transformé ça en puits de lumière à l'intérieur du projet. On travaille les façades avec de la pierre calcaire en référence à Montréal et la montréalité. Pour nous, là, on a tout fait pour assurer une intégration de qualité dans le contexte, en fait, de l'îlot Saint-Laurent-Saint-Dominique. Et justement, c'est intéressant parce que ils ont fait la compétition, c'était anonyme. Ils ont reçu... International. International. Ils ont reçu 32 propositions. Ils en ont retenu 5 et les 5 étaient du Québec. Parce que tous les projets WOW ont été rejetés par Oh. le client. Intéressant. Oui, très intéressant. Dans le sens où, tu sais, les projets qui étaient en dissonance par rapport au boulevard Saint-Laurent, à l'îlot, Qui était à peut-être très l'intérieur. expressif, mais dissonant. Exactement. Mais non, alors le musée sur lequel on travaille, puis on est bien contente de travailler là-dessus, ça a été l'antithèse de cette réflexion là, au niveau de la conception et l'approche architecturale du projet. Ah, ben voilà. Je trouve que ça termine bien, ce balado. Ça n'a pas fait trop mal. Ça s'est bien passé. Bien C'est passé. intéressant, vous aviez des bonnes questions. Merci. On a des bons invités. Ça aide toujours aussi. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Marc-André. On Merci. vous suit évidemment sur vos projets ad hoc architecture. René Daou, toujours un plaisir également. Il n'y a pas une phase 4 là, de la Samuel de Champlain, ou je ne sais pas trop. Là. Vous êtes 5, 6, 7. On n'a pas le droit d'en parler. Bon, on en reparlera plus tard. Greg, toujours un plaisir. Un plaisir également. Je m'appelle Marc-André Carignan. Merci beaucoup d'être à l'écoute de ce balado. On vous invite évidemment à suivre Collectif. Abonnez-vous à notre infolette, nos réseaux sociaux. Toujours un plaisir. Puis on se dit à la prochaine.